Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux où voilà, on consomme des formats de façon assez rapide et du coup, chaque contenu n'a pas forcément son impact. Alors que quand on passe 1 heure avec quelqu'un qui nous écoute, qui a notre attention, c'est vraiment un moment de qualité où tu peux faire passer un message qui est fort. Il n'y a rien de dégradant au départ à accepter du gratuit. Du moment que ça sert notre objectif final, que ça s'intègre dans une stratégie. Sa conférence, ça va être un pied dans la porte en fait. Dans une boîte, ça va permettre de créer un engagement autour du message qu'il porte dans sa conférence et de la transformation qu'il a envie d'implémenter. Puis ensuite, ça peut être la porte ouverte aussi pour vendre des ateliers, pour vendre des formations. Comment intégrer la conférence dans sa stratégie marketing? C'est le sujet sur lequel je vais m'entretenir aujourd'hui avec Julia Cantaradiou, qui est coach en prise de parole et conférencière. Entre autres, je suis ravie de t'accueillir sur My Marketing Podcast. Merci beaucoup Laurie pour ton invitation, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Julia, je sais que ce sujet, il est important pour toi. Tu as une vraie légitimité, malgré ton très jeune âge, à venir nous en parler aujourd'hui. Et j'ai vraiment plaisir de te donner la parole sur cette thématique qui n'est pas très souvent abordée dans les entreprises, et je pense notamment aux plus petites entreprises, alors que la conférence, ou je dirais plutôt la prise de parole, et on va revenir justement sur cette distinction, parce que la conférence fait partie des prises de parole. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse donner les clés à des dirigeants ou des collaborateurs d'entreprise pour justement faire cet exercice, oser prendre la parole sur différents types de formats, parce qu'il y a LinkedIn, mais il n'y a pas que LinkedIn pour prendre la parole. Est-ce que tu peux avant tout te présenter en quelques minutes et nous dire pourquoi aujourd'hui tu t'es spécialisée dans la conférence et la prise de parole? Bien sûr. Donc en fait, moi j'ai commencé mon parcours en organisant un TEDx dans mon école de commerce, donc j'avais 20 ans à l'époque. Et pendant 2 ans, mon rôle, c'était d'aller chercher les speakers les plus inspirants et de les préparer à la scène pour transmettre leur message. Et j'ai adoré cette expérience-là, donc j'ai eu envie de continuer dans le domaine des conférences. Et j'ai été pendant 1 an le bras droit d'un conférencier professionnel qui intervient en entreprise sur un format de conférence rémunérée. Donc il a un documentaire et aussi donne des conférences. Et c'est les conférences son activité principale. J'ai adoré ce domaine-là et ça m'a donné envie, en travaillant avec lui, d'organiser moi mes propres conférences. Donc j'ai ensuite créé mes propres formats de conférences et j'ai aussi été invitée à donner des conférences dans différents contextes. Et on parlera du coup que la seule façon de donner des conférences n'est pas de donner des conférences rémunérées en entreprise comme le faisait la personne avec qui je travaillais, mais aussi de donner des interventions qui sont pas toujours rémunérées, mais qui sont hyper intéressantes. Et en fait, je recevais énormément de questions sur comment je m'y prenais pour avoir des opportunités de conférences, quels étaient mes conseils aussi pour donner un TEDx ou pour donner des conférences rémunérées en entreprise. Donc ça m'a amené à créer des podcasts, puis à créer aujourd'hui un accompagnement pour se lancer dans les conférences. Je pense qu'un élément important aussi de mon parcours pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans, j'ai travaillé aussi chez Ramène ta fraise avec Nina Ramen. Et donc, je m'occupais de la stratégie marketing. Et donc, j'ai aussi travaillé énormément sur tout ce qui est conférences en ligne et webinaires de vente. C'est aussi un élément hyper important parce que c'est également une prise de parole. Donc, c'est aussi un engagement et un moyen de créer de l'engagement avec son audience et de créer du lien, mais avec un objectif très différent qui est un objectif plus de conversion. Donc voilà, dans cet épisode, on partagera à la fois des côtés plus entreprise que des TEDx, que de la conférence plus orientée génération de leads. Ok, bah écoute, merci beaucoup parce que justement, je trouve qu'il y a souvent cet amalgame de conférences où on va venir parler dans une entreprise avec effectivement un format rémunéré et c'est très bien, hein, franchement, c'est un format qui poursuit un objectif. Mais on peut aussi intervenir de différentes façons, avec des objectifs différents, donc ça peut être de la visibilité. Et ça, justement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Quand on parle de conférence, il n'y a pas forcément que la conférence ou le webinaire, il y a plein d'opportunités différentes de prendre la parole pour être visible, avec des objectifs soit de visibilité, soit autres. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus? Quels sont les différents types de prise de parole? Parce que moi, j'aime bien du coup essayer de dire prise de parole parce que ça regroupe tous les formats de manière générique. Totalement. Il n'y a pas que la conférence signature. Donc, quelles sont les différentes opportunités de prendre la parole et avec quel type d'objectif on peut mettre derrière? Donc, le premier format auquel on pense le plus souvent quand on parle de prise de parole et de conférence, c'est la conférence rémunérée en entreprise. Donc là, l'objectif d'une conférence rémunérée en entreprise, c'est un nouvel aspect de son business model. C'est en fait un produit qu'on vend à part entière. C'est une offre à part entière, donc ça s'intègre aussi dans un écosystème d'offres et dans un type d'accompagnement qui est cohérent avec ça. Je te remercie de dire ça fait plaisir. Écoutez bien, retenez bien ces paroles, parce que justement, trop souvent, on tombe dans cet écueil de « j'ai créé ça » et tu vois, je vais pas le mettre au milieu d'un vrai écosystème d'offres, il va pas être nourri par d'autres offres, d'autres produits qu'on pourra avoir. Et finalement, c'est un peu un truc sur l'étagère qui n'est pas très cohérent avec le reste de ce qu'on propose. En fait, moi, je vois plein d'indépendants qui vendent du B2C et qui veulent faire des conférences en entreprise, mais je trouve que ça sert à rien parce qu'en fait, ils auraient plus intérêt à intervenir gratuitement, par exemple, sur un événement gratuit où il y a leur cible, parce que leur offre, ensuite, ils pourront la vendre. Par contre, quelqu'un qui fait, par exemple, du conseil en management, qui va avoir des projets de transfo d'entreprise, lui, c'est hyper intéressant qu'il intervienne sur de la conférence rémunérée parce que sa conférence, ça va être un pied dans la porte, en fait, dans une boîte. Ça va permettre de créer aussi un engagement autour du message qu'il porte dans sa conférence et de la transformation qu'il a envie d'implémenter.
Et puis ensuite, ça peut être la porte ouverte aussi pour vendre des ateliers, pour vendre des formations. Enfin voilà, ce qui est intéressant aussi quand on vend de la conférence entreprise, c'est pas de vendre du one-shot, une conférence, mais de vendre un pack avec une conférence, des ateliers et potentiellement un accompagnement beaucoup plus long terme de transfo qui dure sur une période plus étendue. Et si par exemple tu es dans le B2C, ok, et tu peux proposer des conférences par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu auras créé. Il y a quand même des entrepreneurs, des dirigeants qui sont dans le B2C et qui sont amenés à donner des conférences entreprises par rapport à leur parcours. Mais dans ce cas-là, on est d'accord que l'objectif n'est pas forcément d'aller vendre leurs produits. C'est plus de développer leur image, de développer leur notoriété et de créer encore autre chose par rapport à leur marque personnelle. Donc ça sert à notre objectif. Totalement. Et je trouve qu'il y a aussi la notion d'impact qui est importante parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vendent en B2C qui ont envie d'intervenir dans les entreprises pour avoir un impact plus systémique. Et tu vois, je pense qu'au-delà des notions de crédibilité, de notoriété, il y a un vrai bénéfice qui est d'avoir un message fort quand tu es en conférence parce que surtout aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux où on consomme des formats de façon assez rapide et du coup, chaque contenu n'a pas forcément son impact, alors que quand on passe 1 heure avec quelqu'un qui nous écoute, qui a notre attention, c'est vraiment un moment de qualité où tu peux faire passer un message qui est fort. Donc je pense par exemple à une conférencière qui s'appelle Laure Dodier. Elle crée un accompagnement au slowpreneuriat. Donc elle accompagne des indépendants, mais elle donne des conférences en entreprise auprès de dirigeants. Et pour la connaître personnellement, je sais qu'elle, il y a une forte dimension d'impact qui est présente chez elle et elle a envie que cette vision du slowpreneuriat, elle s'imprègne jusqu'aux entreprises pour réinventer notre façon de travailler. Et donc, pour les indépendants qui nous écoutent, s'ils ont un fort message et qu'ils ont la sensation que ce qu'ils sont en train de partager dans leurs accompagnements B2C peuvent aussi aider des gens dans les entreprises, là, ça a du sens, même si c'est pas exactement notre écosystème d'offres actuel. Mais il faut avoir conscience, quand on se lance là-dedans, que c'est potentiellement des nouveaux leviers d'acquisition qu'on n'a pas encore développés. Donc, c'est un autre chantier, entre guillemets, ça demande d'autres enjeux. Ok, écoute, c'est très clair. Et du coup, toi, tu dis que les objectifs qu'on peut poursuivre en prenant la parole, donc quel que soit le format, on y revient après, ça va être soit un enjeu de visibilité, soit un enjeu de conversion. Quels sont les autres objectifs pour lesquels on pourrait vouloir prendre la parole ? Parce qu'il y a de la notoriété aussi. On peut vouloir être plus connu sur un sujet pour pouvoir être identifié comme une référence dans ce domaine-là. Et il y a aussi peut-être aussi le fait de vouloir être perçu comme la référence dans son domaine. Quels sont les autres objectifs qu'on peut poursuivre ? Totalement. Donc en fait, en objectif, moi je dirais les principaux, c'est premièrement de la crédibilité. Tu vois, je dirais en réalité, si tu veux de la visibilité, c'est plus intéressant de faire un post sur LinkedIn qui va être vu par plus de monde qu'une conférence où tu as un plus petit public. Donc, visibilité, c'est important parce que tu vas avoir une visibilité locale. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour les gens qui ont des business parfois plus physiques, plus ancrés dans un territoire. C'est très intéressant de donner des conférences parce que tu vas pouvoir toucher une cible locale. Mais je dirais principalement crédibilité. Parce que c'est vrai que quand tu donnes une conférence, et surtout quand tu as des images de toi en tant que conférence, tu as une posture, entre guillemets, de sachant, même si j'aime pas ce terme, mais tu as une posture de quelqu'un qui est dans la transmission, qui a une expertise à transmettre. Donc ça donne exactement de la légitimité. Ensuite, il y a aussi pour moi une dimension d'impact qui est très importante, notamment quand tu fais de la conférence qui n'est pas forcément rémunérée, du type TEDx. TEDx, c'est une forte dimension de crédibilité, un format très particulier, Voilà. En général, quand je demande aux gens quelle est la motivation, tu as les deux. Tu as le côté crédibilité, mais tu as aussi une motivation plus intrinsèque de « Ok, j'ai envie d'avoir de l'impact et j'ai envie de transmettre quelque chose ». Mais beaucoup de notoriété quand même. Oui, après TEDx, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment une marque qui est derrière. Du coup, tu profites de l'impact de cette marque déjà pour asseoir ta crédibilité et ta légitimité à parler d'un sujet. Donc, c'est un format qui est vraiment très particulier, je sais qu'il est très apprécié. Et il y a d'autres formats sur lesquels on peut intervenir en termes de prise de parole, peut-être même parfois avec le même contenu, pour aller impacter, donc peut-être sur d'autres types d'événements, des événements d'entrepreneurs, des événements de pairs, en fait, qui sont liés à la thématique sur laquelle on intervient. Ouais, totalement. Donc, en fait, si on résume les grands types de conférences, on a la conférence en entreprise, on a des conférences style TEDx, on a des conférences dans des événements d'entrepreneurs qui sont de plein de styles. En fait, tu as énormément d'événements organisés par des réseaux d'entreprises. Tu as énormément de types de festivals d'entrepreneuriat où tu as des indépendants qui vont prendre la parole. En fait, il existe des événements business aussi, Il existe vraiment une multitude d'événements business qui organisent des tables rondes, des masterclass, qui font intervenir des experts de certaines thématiques et sur lesquels on peut facilement se positionner, surtout quand on démarre, qui ne sont pas forcément des formats rémunérés, mais qui vont quand même venir servir ces objectifs de crédibilité, visibilité même en local, et aussi de conversion, parce qu'en fait, si tu as donné un contenu à forte valeur ajoutée à quelqu'un pendant 1 heure, ensuite qu'en plus parfois il y a des sessions de networking où tu peux aller discuter avec les gens, si elle t'assiste dans la salle et qu'elle est intéressée par ce que tu fais, c'est aussi un moyen de trouver des clients, même si c'est pas le moyen le plus direct et le plus efficace. Ça sert aussi cet objectif. Mais c'est un vrai levier. Et c'est vrai qu'on sous-estime le fait d'aller prendre la parole sur une thématique, même parfois sur un format qui n'est pas excessivement long, ça peut être 20-30 minutes, ou même parfois participer à des tables rondes. À partir du moment où on va parler, exposer son point de vue sur un sujet sur lequel on se positionne et on est légitime, on va pouvoir impacter et être vu comme un expert dans ce domaine. Alors, moi non plus, j'aime pas trop des fois le terme expert, mais bon. Et par la suite, être contacté parce que on nous aura entendu parler. Et en fait, il y a une vraie différence
Et je pense que quand tu parles d'impact, il est là aussi, même à l'ère du tout digital, quand on voit une personne en vrai, ou parfois même derrière un écran, et quand on l'entend parler, c'est encore autre chose que quand on la lit sur un site internet, sur un post LinkedIn. Donc ça vient compléter, je ne dis pas que le reste n'a pas d'utilité, mais ça vient donner encore une dimension que n'offre pas forcément l'écrit. Donc tu nous as parlé de la conférence payante en entreprise, tu nous as parlé de la prise de parole, je dirais, gratuite en entreprise, que ce soit des formats, comme tu disais, type événements d'entrepreneurs. Moi, je préfère élargir dans événements business parce qu'en fait, ça peut être des associations de professionnels qui vont organiser un événement et qui vont rechercher des speakers sur ces événements. Je sais que moi, j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole à l'occasion de ce type d'événement. Et ça a vraiment un impact, en plus du fait que c'est plutôt agréable de rencontrer les gens, de pouvoir parler en face d'un public, même si c'est un peu impressionnant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres types de formats que tu pourrais recommander? Et question bonus, si vraiment c'est difficile pour moi d'aller prendre la parole, par quel format je pourrais commencer? Ouais, le format dont tu as un peu moins parlé, c'est le format webinaire, du coup, qui existe aussi, qui est un bon format aussi pour prendre la parole, qui pour le coup est très orienté conversion. En général, quand on crée un webinaire, on a vraiment un format d'1h30 où pendant 45 minutes, on va apporter de la valeur. Et pendant 30 minutes, on fait un vrai pitch de vente sur son offre. Parfois, il y a des webinaires aussi qui ne sont pas dans cette démarche-là et qui sont plus en mode je t'offre de la valeur pendant. Comme par exemple le live LinkedIn, qui pour moi est vraiment la première étape que tu peux franchir en termes de prise de parole. Exactement. Et donc, pour moi, ça, c'est un autre format qui est important à connaître si on veut aussi prendre la parole. Et après, on peut décliner le format webinaire pour faire en sorte que ça nous ressemble et qu'on ne soit pas forcément présenté comme quelqu'un qui cherche forcément à vendre. Mais on peut vraiment même offrir un atelier ou offrir une conférence gratuite en ligne pour divulguer son expertise. C'est vrai parce que parfois ce côté vente un peu pushy, qui est très américain, alors c'est pas pour dire du mal des Américains, mais on n'a pas tous la même mentalité. Et en Europe, on n'a pas forcément la même appétence pour vendre facilement de cette façon-là. Et ça peut rebuter certaines personnes de dire « Non, mais je peux pas faire ça, je peux pas vendre cash à la fin du webinaire. » Ce que tu proposes de dire que plutôt que de vendre cash, d'offrir quelque chose qui par la suite va faire l'objet de conversion, ça peut aussi être une première étape. Ouais, en fait, je trouve que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on fait un webinaire qui est pensé pour la vente que ça va avoir l'effet de vente, parce que parfois ça a aussi l'effet inverse qui est, vu qu'on est trop là pour vendre, en fait, on n'a même pas l'occasion de montrer vraiment ce qu'on sait faire et ça inspire pas forcément confiance. Alors que parfois, quand on crée un format où on est plus dans je t'apporte de la valeur sans forcément chercher à te vendre, vu qu'on nous offre une expertise et du coup ça crée de la confiance, c'est là qu'on va avoir envie d'acheter. Je te donne un exemple. Moi, une des personnes qui m'accompagne aujourd'hui dans ma stratégie marketing, c'est une personne, elle a passé énormément de temps avec moi à me donner des conseils gratuits que j'aurais pu payer pour. Et en fait, je me dis, mais si cette personne, je l'avais écoutée dans un webinaire d'1h30 en train d'appuyer sur mes douleurs, en fait, j'aurais pas du tout eu la confiance que j'ai en elle, celle que j'ai acquise en écoutant son expertise. Et donc du coup, parfois, même si c'est contre-intuitif, le fait de pas chercher à vendre et de juste chercher à apporter de la valeur, il faut pas penser que la personne va réussir à le faire toute seule, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on donne des conseils gratuits que la personne va réussir à le mettre en place. Ou ni même n'aura le temps de le faire d'ailleurs. Ni n'aura le temps de le faire, ni saura comment l'adapter, ni n'aura la motivation. Et au contraire, ça crée de la confiance et ça peut créer de la vente. Et donc, pour répondre à ton autre question, qui est justement, si on a envie de se lancer dans la conférence, quelles sont les premières étapes pour se lancer? Moi, tu as parlé du live LinkedIn et j'allais en parler. Pour moi, c'est un super bon format. Une perche. Ouais. Pour moi, c'est un excellent format pour les personnes qui veulent se lancer parce que c'est une occasion de prendre la parole et il ne faut pas chercher la performance de la visibilité. C'est-à-dire que si on fait un live LinkedIn et qu'il y a une personne qui se connecte, on s'en fout en fait. Le but, c'est juste de se mettre en confiance. Sur LinkedIn, ça peut faire peur parce que le live LinkedIn, après, il est diffusé partout. Mais il faut se dire que c'est pas parce qu'il est diffusé partout et que tout le monde va y accès que tout le monde va le voir et va prendre le temps de le regarder. C'est comme un post en fait. Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de chances qu'il passe plutôt inaperçu ce live LinkedIn, au moins au début. Mais justement, en fait, il faut le voir comme une opportunité j'ai un espace de parole où je peux tester un message. Et moi, je pense que l'approche qu'il faut avoir quand on se lance, c'est comment je peux créer des espaces qui vont me permettre de tester des concepts, me permettre de tester des idées et d'avoir un feedback, mais sans pour autant attendre de cocher toutes les cases idéales que j'aimerais. Et par exemple, si on a l'objectif de donner des confs rémunérés en entreprise, il y a plein de steps intermédiaires qu'on peut faire pour commencer à prendre la parole. La première étape, c'est de prendre la parole sur des posts LinkedIn. Déjà, est-ce que sur LinkedIn, on est déjà en train de partager sa vision, ses valeurs? Parce que déjà, en postant sur LinkedIn, on peut se faire repérer par des événements. Deuxième étape, c'est prendre la parole en vidéo, commencer à se lancer dans un podcast vidéo, à se tourner en vidéo. Troisième étape, c'est un podcast. On a des formats plus longs. Ensuite, des live LinkedIn. Ou alors, on peut intervenir sur d'autres podcasts, d'autres personnes pour partager sa vision. Ou partager partager un live LinkedIn avec quelqu'un. Ouais, carrément. Ça peut être aussi un format stratégiquement, ça peut être très bien aussi. C'est ça, et c'est moins impressionnant que d'être tout seul. Voilà. Après, ça peut être contacter des premiers événements, business, même des formats pas rémunérés, dans des audiences qui sont pas des gros enjeux pour nous, où on va tester une conférence. Et on n'est pas obligé de tester sur une conférence d'1 heure tout de suite. On peut tester sur un format 15 minutes, qui est moins impressionnant. On peut tester sur un format table ronde, où on n'est pas tout seul.
Parce que c'est quand même vachement plus rassurant qu'il y ait quelqu'un qui nous pose des questions et qu'il y ait plusieurs intervenants à débattre que quand on est tout seul devant 100 personnes à devoir gérer 1 heure de prise de parole. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a plein de petits steps intermédiaires qu'on peut faire et je pense que c'est dommage que beaucoup de gens se fixent l'objectif tout de suite de vendre des conférences d'entreprise alors qu'il y a un parcours qui est sain à mener entre-temps. Qui en plus est beaucoup plus complexe parce qu'une conférence d'entreprise, ça veut dire qu'il faut créer une conférence à part entière, de bout en bout. Alors qu'une prise de parole ou une table ronde nécessite simplement de la préparation, certes, mais tu n'es pas tout seul, en règle générale, et ça va pouvoir se mettre en place beaucoup plus rapidement. J'ai une question supplémentaire pour toi par rapport à ces formats. Quand tu veux faire une prise de parole dans un événement, est-ce que tu recommandes de déjà venir avec un sujet et de proposer un sujet ou de dire moi je suis spécialiste en ça, est-ce que vous avez un sujet à traiter, est-ce qu'il y a un slot à prendre dessus? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, j'ai le mien, mais j'aimerais bien avoir le tien. Moi, je pense que c'est intéressant de proposer un angle. Parce qu'en fait, tu mâches un peu le travail à la personne. Si tu dis je peux faire ça, est-ce que vous avez un besoin? C'est comme quand tu as un client, tu vas d'abord chercher à comprendre quels sont ses besoins et tu vas lui faire une proposition. Tu vas pas lui dire je peux faire ça, est-ce que j'ai des services à te proposer, tu vois? C'est pareil pour les podcasts. En général, pour les podcasts, si tu veux te faire inviter sur un podcast, propose quelque chose. Un angle. Propose, arrive avec un sujet ou voire même, je dirais, plusieurs sujets parce que c'est une prise de parole aussi. En disant j'ai vu que ton podcast, tu parles de ça et de ça. Et moi, ce que je peux t'apporter, c'est que ça, ce sujet, j'ai vu que tu l'avais pas traité ou pas de cette façon, je peux t'apporter ça. Donc vraiment, si ça vous tient à cœur, que vous voulez faire une prise de parole, moi, je vous recommande vraiment de proposer un sujet avec un angle un peu différenciant. C'est ça, totalement. En fait, ça montre aussi qu'on a fait le travail de recherche de OK, si je veux postuler un événement, j'ai fait le travail de regarder c'est qui les speakers qui sont là dans les précédentes éditions, quelles sont leurs thématiques, sur quel angle ils abordent quelque chose, parce que parfois tu peux adapter, tu peux parler d'un sujet mais avec plein d'angles différents. Donc ça veut dire que j'ai fait le travail de recherche et ensuite j'ai fait le travail de proposition et tu t'es intéressé à ton personnage, On revient donc aux fondations du marketing. Il faut déjà faire ses devoirs, il faut déjà comprendre en amont à qui on s'adresse pour pouvoir ensuite proposer quelque chose de personnalisé. Et là je te rejoins totalement. Donc c'est pas juste je veux faire une prise de parole donc je vais m'incruster dans l'événement, c'est je veux faire une prise de parole et si ça tient vraiment à cœur, si je l'ai mis dans ma stratégie parce que ça va servir un objectif, dans ce cas-là je me donne les moyens d'obtenir cette prise de parole et je fais mes devoirs en amont. Totalement. Voilà, donc ça c'est hyper important et je voulais vraiment qu'on appuie là-dessus parce que sinon je dirais que c'est un peu trop facile de se dire moi je suis spécialiste en ça, je peux parler mais tu me donnes un sujet. C'est pas comme ça me fait penser un peu au post LinkedIn des gens qui disent je me lance en freelance, je propose ça, si vous êtes intéressés venez. En fait ça fait un peu une épée dans l'eau, tu vois, où tu lances des petites bouteilles à la mer. Voilà, t'es chaude pour faire un resto, c'est cool, je te laisse choisir. Oh non, s'il te plaît, c'est le truc, si tu proposes, tu vas jusqu'au bout en fait. Et pour moi, le coup du resto, c'est hyper symptomatique, tu vois. Si c'est toi qui as l'initiative de quelque chose, va jusqu'au bout. Propose un package entier. mais va jusqu'au bout. Et puis je pense que ça montre pas mal de ta personnalité aussi, tu vois. Et de ton engagement aussi derrière. Totalement. Donc, c'est tout lié aussi à l'image que tu vas renvoyer et le premier contact est quand même souvent assez décisif. Oui. Donc voilà, donc on a parlé quand même des différentes thématiques, que ce soit en présentiel, donc vraiment les conférences en entreprise, donc rémunérées, les conférences qui vont être pas rémunérées, mais qui vont être plus des prises de parole dans des événements. Il y a aussi tout ce qui est donc table ronde, ça on l'a vu. Il y a également, qu'est-ce que tu penses toi des événements où on va aller parler dans les écoles? Est-ce que tu les associes pareil, on va dire être speaker dans un événement ou l'école c'est encore un truc différent? Je trouve que l'école c'est encore un truc différent parce que du coup dans l'école c'est pas ta cible. C'est ça. Donc en fait dans l'école tu n'y vas pas avec un objectif business de potentiellement il y a des prospects intéressés dans la salle. Tu vas vraiment dans l'objectif de transmission pour moi parce que si tu vas intervenir dans une école... t'es pas forcément... Non, je pense que c'est très intéressant dans l'objectif de transmission et c'est un bon objectif. Oui. En revanche, moi je connais des personnes qui font des interventions dans des écoles parce que rien que le nom de l'école, quand ils disent « je suis intervenant dans telle école », et ben en fait, en termes de légitimité et de preuve sociale, c'est là. Et il y en a un qui m'a dit « Cash, je continue même si c'est entre guillemets sur le papier pas rentable, parce que c'est soit très mal payé, les écoles c'est parce qu'ils payent le mieux, c'est parce qu'ils payent le mieux. Soit très gourmand en termes de temps. Tu dois créer des cours. Mais il a dit au final, au bout du compte, c'est quand même rentable parce que la preuve sociale fait que derrière, ça signe beaucoup plus vite et qu'il y a des fois des gens qui me disent « Ah, mais c'est bon, genre le capital confiance, il est là. » Oui, je suis totalement d'accord. En fait, ça dépend de la notoriété de l'école. Ouais. C'est que si tu vas dans une école qui n'est pas connue et qui ne va pas servir cet objectif, là, tu vas dans un objectif de transmission où tu te dis « Ok, peut-être que quand j'étais étudiant, j'aurais trop aimé avoir ce type d'intervenants qui sont vraiment ancrés dans le terrain. » Et c'est OK, moi, franchement, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. En plus, pour le coup, c'est une bonne façon aussi de se faire la main, tu vois. Si on arrive à captiver des étudiants, en général, on arrivera à captiver un public un peu moins difficile. Donc, je pense que ça peut être une bonne première étape aussi, d'aller proposer des sujets et derrière de passer sur d'autres types de monter en puissance. Et tu vois, pour parler d'une stratégie de prise de parole en douceur, moi, ça me fait penser à Caroline Mignot,
qui, elle, a commencé avec des lives LinkedIn, qui après a commencé à faire des prises de parole et qui aujourd'hui donne vraiment des conférences. Elle s'est pas levée un matin en disant « moi, je veux donner de la conf », tu vois. Elle a eu une vraie stratégie d'aller étape par étape pour sa prise de parole. Alors, on n'est pas tous obligés de faire comme elle, un live tous les jeudis. En revanche, se dire qu'on n'est pas obligé de commencer tout en haut et qu'il y a des étapes à franchir, je pense que ça, c'est vraiment le message clé qu'on va faire passer aujourd'hui. Il n'y a rien de dégradant au départ à accepter du gratuit. Du moment que ça sert notre objectif final, que ça s'intègre dans une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'intégrer la prise de parole dans sa stratégie marketing. Moi, je crois énormément aux steps intermédiaires et je pense qu'il y a plein de bénéfices qu'on oublie et d'apprentissage que tu dois apprendre dans des contextes à faible enjeu qui vont te servir le jour où tu as un fort enjeu. Et si du jour au lendemain, tu passes de j'ai jamais donné une conférence à direct je donne la conférence de mes rêves, il y a de fortes chances que tu la rates parce que tu n'auras pas vécu tous ces steps intermédiaires de OK, comment je gère la technique le jour J, comment j'inspire mon public. Tu n'auras pas eu de feedback ? Tu n'auras pas eu de feedback, en fait, tu n'auras jamais testé des concepts, des idées. Et moi, je crois beaucoup aux tous les apprentissages que tu fais dans les moments où tu te dis je suis en train d'apprendre et que parfois on veut aller trop vite, mais en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on aurait gagné comme temps finalement à tester dans des enjeux avec des événements ou des prises de parole avec des plus faibles enjeux. Ouais, c'est ça. Et je voulais donner aussi un autre moyen de tester ces prises de parole à plus faible enjeu. Je vois beaucoup de conférenciers qui testent leurs conférences dans des réseaux d'entrepreneurs. Donc par exemple, si toi, tu fais partie d'un réseau, je trouve que c'est très intéressant de proposer sa conférence gratuitement parce que du coup, en général, les membres du réseau, tu les connais, donc tu es un public familier. Ensuite, vu que tu payes une adhésion, plus de chances aussi qu'ils acceptent qu'ils prennent 30 minutes pour roder ta conférence. Et tu vas avoir des feedbacks hyper intéressants de ce réseau-là. Et puis en plus, ce réseau-là peut aussi devenir des ambassadeurs après et te recommander en disant j'aimerais bien proposer la conférence dans mon entreprise, tout simplement. Te mettre en relation, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas négliger aussi l'image de conférencier qu'on peut développer, même en ne donnant pas des conférences encore en entreprise. Moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai donné des conférences dans des écoles, dans des associations, dans des forums d'entrepreneurs avec beaucoup de conférences, pour le coup, non rémunérées. Et par contre, j'ai beaucoup emmagasiné de crédibilité, de photos, d'images de moi en conférence, ce qui fait que j'ai pu me créer un personal branding aussi de conférencière qui me rend légitime ensuite pour donner des conférences plus importantes. Et je dis souvent, j'aurais jamais pu donner des formations chez Microsoft ou des conférences dans des salles devant 700 personnes si j'avais pas avant ça donné des conférences devant des étudiants de façon gratuite ou dans des associations parce que, encore une fois, toutes les étapes intermédiaires du chemin sont importantes pour arriver à l'objectif final. Et du coup, tu me tends une super perche. Est-ce que quand tu es prête à faire une prise de parole non rémunérée, est-ce que tu peux dire « Ok, mais dans ce cas-là, est-ce qu'en retour, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des photos ?» C'est qu'elle puisse être filmée. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu peux demander facilement en contrepartie pour légitimer le fait que ce soit non rémunéré et que, ok, toi, tu as des apprentissages, tu es sur le terrain, mais en même temps, tu veux peut-être essayer de capitaliser dessus. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire ? Bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses que tu peux, entre guillemets, négocier du fait que ce soit une conférence gratuite. Donc, la première chose, en effet, c'est les captations. Captations photos et vidéos. Ça, souvent, c'est inclus dans les événements. C'est-à-dire que souvent, l'équipe d'organisation a prévu un photographe ou un vidéaste et tu repars avec des éléments concrets que tu vas pouvoir réutiliser dans ta communication qui sont hyper intéressants. Et après, pour moi, le deuxième autre levier que tu peux négocier, c'est dans quelle mesure tu peux parler de ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est comme dans un podcast, tu interviens gratuitement. Déjà, tu es contente parce que ça sert ton expertise, mais tu peux aussi dire à l'invité, tu pourras parler de ce que tu fais. Si tu as un lead magnet, on peut le partager, etc. Donc là, c'est un peu pareil sur la conférence. Tu peux dire à l'organisateur, j'ai quelque chose à partager à la fin. Est-ce que tu es OK si je partage cette ressource ? Par exemple, c'est pour obtenir des emails ou c'est pour proposer un rendez-vous de découverte avec moi. C'est mieux de le valider avec l'organisateur avant pour qu'il n'y ait pas de malaise. Mais ça peut totalement faire partie des choses que tu vas voir avec lui pour mieux capitaliser sur cette expérience. Ok, donc finalement, quand on dit c'est non rémunéré, on peut aussi essayer de voir, d'activer des leviers pour que s'il n'y a pas une rémunération financière, on puisse négocier d'autres contreparties qui vont venir servir notre objectif et en retirer aussi quelque chose. Tu vois, pour moi, une captation vidéo et une captation photo, comme tu le dis, derrière, c'est des éléments sur lesquels tu peux capitaliser pour ton personal branding, pour mettre sur ton site internet, pour faire des posts sur LinkedIn. Partager aussi ton expérience. Oui, je suis intervenue à tel endroit. Tu n'es pas obligé de dire je n'ai pas été rémunérée. Non, bien sûr. Jamais on fait bien ça. Il y en a qui le font, mais voilà, je ne suis pas forcément de cette école, on va dire. Mais quelle que soit l'action qu'on entreprend en termes de prise de parole, on peut réfléchir à des choses pour ne pas s'estimer lésé. Et de toute façon, je dirais que si on s'estime lésé dans la transaction, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Non. Voilà. Non, parce que tu ne seras pas aligné, tu auras l'impression d'être en overgive. Voilà, exactement. Donc, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Et c'est pareil, par contre, pour d'autres types de formats. Bon, là, il n'y a pas forcément... Si tu fais un webinaire... je sais qu'aujourd'hui, tu peux faire du webinaire payant. Et je dirais qu'au départ, faites-le gratuitement. Certains en font des payants. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne stratégie. Je dis juste qu'au départ, on n'est pas obligé de faire du tout payant. Totalement. Et j'insiste encore sur la partie personal branding, la captation. Quelque chose qui peut être intéressant aussi parfois, c'est que
Non seulement c'est pas toujours intéressant de donner des conférences rémunérées et on peut expliquer des trucs gratuitement, mais parfois je pense qu'on peut même investir soi-même des choses pour capitaliser encore mieux sur sa conférence si ça n'a pas été prévu par l'organisation. Pourquoi ? Parce que par exemple, si demain tu donnes une conférence dans un très bel endroit où il y a un beau public, ça va être un bel endroit mais il n'y a pas de photos, tu peux très bien, toi, appeler un freelance, un photographe, ou demander à un vidéaste de te faire une captation vidéo. Et ensuite, tu vas pouvoir capitaliser sur cette vidéo-là, soit les photos pour ton personal branding, comme tu disais, sur ton site, etc., sur LinkedIn, soit une vidéo, pareil sur ton site, où ça peut même devenir un lead magnet demain pour ton business. Et tu peux, du coup, faire de ce moment-là et rentabiliser en fait tout le temps que tu auras passé à la création, la conception et l'animation de ce moment. Et ensuite, ça vaut le coup de dire je vais payer 500, 700 € à un vidéaste pour capter ce moment, si derrière, ça te fait un lead magnet hyper qualitatif qui fait une très bonne vitrine de ton travail. Et c'est pareil pour le webinaire. Le webinaire, pour le coup, c'est payer un outil pour enregistrer le webinaire, mais derrière, il peut aussi servir de lead magnet par la suite. Donc, quand on parle stratégie de la prise de parole, c'est vraiment du début à la fin, comment je l'inscris dans mes objectifs et comment je la rentabilise au maximum. Et rentabiliser ne veut pas toujours dire rémunération financière. Oui. Moi, j'insiste sur ce point parce que parfois, il vaut mieux même faire du gratuit pour en tirer le plus possible par la suite et servir nos objectifs. Julia, j'ai une dernière question pour toi. Parce que maintenant, on a quand même parlé de tout ce qu'on pouvait mettre en place, des objectifs, de comment on l'inscrit dans sa stratégie et surtout aussi de comment on en tire le plus profit. Demain, quel conseil tu donnerais pour commencer à aller décrocher la première prise de parole, mais en présentiel, par exemple ? Une prise de parole ou une conférence, même non rémunérée ou rémunérée. Voilà, mais même non rémunérée, comment je fais ? Par quoi je commence ? Donc, petit plan d'action. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est déjà assurer sa vitrine. C'est-à-dire que si je contacte quelqu'un sur LinkedIn, s'assurer avant que ma vitrine est carrée, c'est-à-dire que sur mon profil LinkedIn, ça donne envie, qu'il y ait des éléments de crédibilité, qu'en fait, tout simplement, la première approche qu'on aura de cette personne donne confiance. Pareil, si on a déjà des posts sur le sujet sur lequel on veut donner des conférences, c'est mieux, parce que ça va refléter mieux le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire que si demain, je contacte un organisateur pour intervenir sur ce sujet, lui, il va vite fait regarder ce que j'ai fait, et s'il voit des prises de parole, ça donne confiance. Oui. Ensuite, c'est sûr que, du coup, si on n'en a pas, on le fait avant. Oui, voilà, c'est mieux. C'est mieux d'avoir des posts et d'avoir quelque chose à jour. Deuxième étape, je dirais que c'est de faire une shortlist des événements qui sont intéressants pour nous, sur lesquels on aimerait intervenir. Par exemple, il y a plein d'événements qui ne sont pas très connus, parce que voilà, quand on pense à des événements, on peut penser à des gros événements style Vivatech, Go Entrepreneur, mais en fait, il y a une myriade d'événements ou de contextes dans lesquels on peut prendre la parole. Et donc, mon conseil, ce serait de lister tous ces contextes-là, qui soit sont déjà dans notre réseau existant, soit pas encore. Où tu les trouves, par exemple ? Toi, tu prends quoi comme source pour les identifier ? Pour les identifier, déjà sur LinkedIn, tu as une catégorie qui s'appelle événements. Sur Eventbrite aussi, tu as une section qui s'appelle événements où tu peux voir tous les événements qui se passent en ce moment. Moi, je fais pas mal de veille aussi sur LinkedIn. Je regarde un peu où est-ce que les gens de mon réseau interviennent. Et tu vois, c'est intéressant d'une année à l'autre de garder les noms de ces événements-là. Donc, parce que très souvent, en fait, il y a des événements que je découvre parce qu'il y a tout le temps des sommets en ligne qui se créent, des événements, des festivals qui se créent. Donc, pour les trouver, il faut vraiment, je pense, être en veille un peu constante de ce qui existe et prendre le réflexe d'ajouter les organisateurs ou de se faire un petit fichier avec le nom de l'événement. Oui, un petit fichier Excel tout simple avec le nom de l'événement et d'essayer d'identifier l'organisateur. Je suis d'accord avec toi, parfois on n'a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Non, c'est ça. Et après, de voir aussi quels événements sont intéressants pour nous. C'est-à-dire que pas tous les événements sont dans notre style, pas tous les événements ont notre cible présente. Déjà, peut-être, c'est pas aussi les événements locaux, des événements plus nationaux ou régionaux, parce que si on a un impact local, on va peut-être pas aller s'enquiquiner, aller intervenir à l'autre bout de la France. Exactement. Et parfois, intervenir dans un réseau local, ça a beaucoup plus d'impact que de se dire je vais faire une grosse conférence à Vivatech où il n'y a pas du tout ma cible. Donc, il faut être rationnel. Voilà, il faut être rationnel et encore une fois, garder en tête quels sont ses objectifs et qui est sa cible. Ensuite, une fois qu'on a identifié sa shortlist d'événements, on peut en identifier au moins 10, on va aller regarder dans ces événements-là, est-ce que déjà j'ai un contact ? Est-ce que j'ai une personne qui peut m'introduire ? Est-ce que dans ces événements, il y a un réseau dont je fais partie où je pourrais facilement aller identifier la fondatrice du réseau, le fondateur du réseau ou quelqu'un qui est en charge de l'événementiel du réseau que je peux facilement atteindre ? Donc, on cherche à connaître l'ouvreuse. C'est ça. Qui est le décisionnaire finalement ? Voilà. Et à chaque fois, est-ce que j'ai un contact intermédiaire qui peut me permettre d'y rentrer ? Moi, je fonctionne très souvent comme ça quand j'ai un objectif, c'est en fait, au lieu de chercher à foncer, de me dire ok, qui je connais dans mon réseau qui peut soit me donner des conseils sur comment rentrer, soit me faire une intro carrément, parce que voilà, le réseau pour moi c'est un facteur hyper important. Et je te rejoins, pendant longtemps je l'ai un peu ignoré, mais le réseau ça peut activer pas mal de choses, et parfois plutôt que de vouloir foncer tête baissée en disant j'y vais toute seule et j'y vais cash à froid, et finalement prendre le temps d'essayer d'identifier s'il y a une personne qu'on connaît dans notre réseau qui pourrait nous faire une intro. Et on se prend moins le mur, quoi. Ouais. Mais si tu connais vraiment personne, il y a un événement, tu aimerais vraiment le faire, malgré tout, tu connais personne. Et là, tu fais la stratégie qu'on a dit tout à l'heure,
c'est que tu vas identifier qui est l'organisateur, qui est responsable de la programmation. Tu vas aller t'intéresser à cette personne, qui sont les intervenants de l'année précédente. C'est la prospection pure, quoi. Ouais. Qui sont les intervenants de l'édition précédente, quelles étaient les thématiques. Et tu vas dire, OK, par rapport à ce que moi, je peux offrir, qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser cette personne, et tu vas lui formuler un message très court et efficace où tu vas lui donner envie et tu vas lui prémâcher le travail en lui disant exactement le message qu'on a dit tout à l'heure. J'ai pensé, voilà, hello, j'ai vu que tu organises cet événement, je le trouve hyper intéressant car 1, 2, 3. J'aimerais beaucoup intervenir et je peux te proposer les thématiques suivantes, mais bien sûr, je reste ouvert à d'autres sujets. Est-ce que tu serais partant pour qu'on en discute ensemble? Tu peux proposer un appel pour créer un lien avec cette personne. Je pense que c'est une bonne façon de créer un lien et d'accélérer la relation, c'est de créer un échange pour que, voilà, même si ça ne se fasse pas tout de suite, peut-être que la personne, elle connaît d'autres personnes, peut-être qu'elle peut te prendre pour l'année prochaine si elle a déjà bouclé la proclamation actuelle. Enfin, il y a plein de possibilités, mais créer un lien avec des organisateurs d'événements, c'est une très bonne action si on n'a pas encore de réseau actuellement. Mais en vrai, je pense qu'on sous-estime le réseau qu'on a déjà. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de mapper son réseau existant dans les réseaux, dans les événements, qui se connaît, qui organise des événements. Et si on ne connaît pas la personne en direct, qui je connais qui connaît quelqu'un. Oui. Et je pense que finalement, on en revient toujours, c'est un peu les mêmes techniques aussi de prospection. Donc je te dirais même qu'il faut avoir son pipe Exactement. Pour sa prise de parole. Quand on veut, quand on n'est pas nous-mêmes du coup l'instigateur de cette prise de parole, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on nous donne la parole, on peut aussi la prendre soi-même, ça c'est hyper important. Et on peut mener les deux de front, c'est-à-dire être les propres organisateurs de nos événements, même un live LinkedIn ou un webinaire, et en parallèle, parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps, d'aller trouver des événements sur lesquels prendre la parole. C'est pas l'un ou l'autre, en fait. C'est l'un facilite l'autre. Et je te remercie d'insister là-dessus parce que, en fait, très souvent, moi, j'entends la phrase « Oui, j'attends qu'on vienne me chercher » ou « On espère... » Tu peux attendre longtemps, je te dis. Tu peux attendre. Ou les gens espèrent qu'on les repère. Oui. Mais en fait, ça peut marcher que tu te fasses repérer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais par contre, pour être repéré, il faut déjà que tu prennes la parole. Oui. Donc, en fait, il faut penser que si je veux être intervenant sur cette thématique, il faut déjà que je me mette dans la posture et que j'incarne au quotidien ces messages-là, cette vision-là. Donc, si demain, j'ai envie d'intervenir en conférence sur cette thématique, déjà, est-ce que tu prends la parole sur LinkedIn sur le sujet? Est-ce que tu partages ta vision? Est-ce que sa vision, elle paraît différente de ce qui existe déjà? Est-ce que tu fais des podcasts sur le sujet? Et en fait, plus tu deviens une référence de ce sujet-là, plus tu vas attirer à toi des demandes d'intervention sur ce sujet-là parce que tu seras déjà identifié par les organisateurs comme quelqu'un d'expert du sujet. Tu n'auras pas besoin de te vendre comme... Ouais. Et c'est beaucoup plus puissant si c'est quelqu'un qui vient te chercher que si c'est toi qui essayes de toquer à la porte de quelqu'un. Oui, mais peut-être qu'au début, faut d'abord aller toquer à la porte. Mais en fait, les deux peuvent aller de pair. Les deux peuvent aller de pair, mais je pense que vraiment, c'est très important en attendant, pendant qu'on fait cette stratégie de toquer à la porte, de construire un branding et une image et tout simplement d'incarner ce qu'on dit en fait. Et ça, j'hallucine souvent. J'avais parlé avec une fille qui me disait « Ouais, moi j'ai déjà donné quelques conférences et j'aimerais bien en donner des nouvelles. Est-ce que tu as des conseils ?» Et je lui ai dit « Est-ce que tu as fait des posts LinkedIn pour parler des conférences que tu as données ?» Elle me dit « Non. » Et je lui dis « Est-ce que tu as des photos de cette conférence ?» Elle me dit « Oui. » Et je lui dis « Voilà, commence par là. » Souvent aussi, pourquoi on te fait pas intervenir en conférence, c'est que les gens ils pensent même pas à te faire intervenir parce qu'ils te voient un peu comme un expert dans son bureau et ils n'ont pas encore projeté l'image de toi en conférence. Alors que si tu montres que tu donnes des conférences et qu'en plus tu partages un message qui est hyper inspirant, là les gens ils se disent « Ah, c'est vrai que ce serait une trop bonne idée de la faire intervenir sur ça. » Mais il faut leur faciliter le travail. Il ne faut pas penser qu'on est toujours top of mind pour tout. Non. Et c'est vrai que quand on leur soumet, parfois ils vont dire « Ah bah oui, c'est vrai, en fait c'est une super idée. » Les gens ne peuvent pas toujours penser à tout seuls. Donc nous aussi on peut aller leur faire un coucou et pour ça, effectivement, il faut parler. Tu as totalement raison. Il faut dire ce qu'on fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous très facilement, tu vois, de manière très naturelle. Donc, moi, je garde le conseil et je m'y astreindre aussi. Ouais, et je peux finir sur ce mot. Moi, je dis souvent, le faire savoir est aussi important, voire plus important que le savoir-faire. Ouais. Donc, du coup, tu peux être très bon en conférence, tu peux délivrer plein de messages, mais si personne sait que tu donnes des conférences et personne sait ce que tu vas dire et à quel point c'est intéressant, en fait, tu perds beaucoup de chance. Écoute Julia, je pense qu'on va achever cet épisode sur ces très sages paroles. J'espère en tout cas que tous ces conseils vous serviront à prendre la parole de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible aussi, que ça rendra l'exercice moins impressionnant parce que souvent on est un petit peu impressionné. Julia, tu nous as vraiment donné les clés pour commencer doucement et puis après si on veut commencer un peu plus direct, chacun sa personnalité, chacun fait à son niveau. Moi ce que je voudrais qu'on retraîne aussi c'est que c'est pas forcément l'un ou l'autre et qu'on peut mélanger, on peut utiliser plusieurs formats pour servir nos objectifs, pour la prise de parole. Julia, un grand merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes aventures et puis pour en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais? Merci à toi pour cet échange. J'étais vraiment ravie de transmettre ces messages-là. Si ça vous intéresse qu'on continue d'échanger, on peut se retrouver sur LinkedIn. C'est là que je communique principalement. J'ai une activité chargée parce que je lance un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent développer des conférences.
Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Et si jamais il y a des personnes qui veulent en savoir plus, on avait préparé un petit cadeau pour les auditeurs du podcast. C'est une playlist avec d'autres épisodes de podcast que j'ai enregistrés qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur d'autres thématiques plus spécifiques qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Par exemple, les TEDx, par exemple, le fait d'organiser sa propre conférence. Donc, le lien, je crois, sera dans les ressources. Absolument, on mettra le lien dans les ressources. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce cadeau, Julia, qui permettra aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent d'aller un petit peu plus loin. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt.